Merci de suivre Télémétropole. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition spéciale de Métro News. Au sommaire de l'actualité, après le 3e jour gras, aucune communication officielle sur le bilan n'a été faite par les autorités. Cependant, la participation aux festivités cette année suscite des controverses. Selon la sociologue Michèle Auriol, cette réaction est tout à fait normale car la population cherche un moyen de s'évader du chaos auquel le pays est confronté. Plus de 10 000 personnes ont été déplacées en seulement 10 jours en raison de la violence des gangs, révèle l'OIM. Par ailleurs, une autre agence des Nations Unies indique que la situation actuelle a un impact significatif sur le coût de la vie, avec une augmentation de plus de 25% du prix des denrées alimentaires. Et puis la crise haïtienne demeure au centre des discussions internationales. Lors d'une réunion bilatérale entre les États-Unis et le Canada, la situation sécuritaire chaotique a été évoquée. Parallèlement, la délégation haïtienne ayant participé aux autres réunions connaît désormais la date du déploiement de la force multinationale. Donc, bonsoir à tous. Malgré la recrudescence de la violence en Haïti, qui a entraîné la mort de plus d'un millier de personnes au cours du mois de janvier 2024, de nombreux citoyens ont pris part aux festivités carnavalesques organisées par certaines municipalités. À Port-au-Prince, chaque jour gras a été marqué par des tensions avec des échanges de tirs entendus notamment de la zone du Champ de Mars. Ce phénomène suscite des débats au sein de la société. Certains cherchent à en comprendre les tenants et aboutissants. Après 3 jours de festivités entre tensions et paradoxes, nous accueillons la sociologue Michèle Auriol pour analyser le comportement psychosocial des Haïtiens dans ce contexte particulier. Bonsoir Madame Michèle Auriol, merci de votre disponibilité. Bonsoir aux auditeurs. Alors, en tant que téléspectateurs. En tant que docteur en sociologie, Madame Auriol, quels facteurs sociologiques peuvent expliquer pourquoi certaines personnes choisissent de participer aux festivités carnavalesques malgré les risques élevés sur le plan sécuritaire? C'est un petit peu mesurer les réactions des uns et des autres en fonction de nos réflexes politiques ou moraux dans les classes moyennes. Il faut imaginer que nous sommes pratiquement en guerre civile et ceci depuis plusieurs années. Et les populations des quartiers pauvres, parce que c'est eux qui étaient sur le Champ de Mars mardi et qui ont essayé d'être dans ce défilé dimanche et lundi, ils n'ont pas Netflix à la maison, ils n'ont pas, je ne sais pas moi, les lectures et la musique, et il n'y a d'ailleurs même pas d'électricité. Donc, c'est le moment de musique et de danse gratuite de toute l'année. Donc, nous sommes en guerre civile. Ça veut dire que 1,5 million d'habitants à Port-au-Prince, sans compter les gens des autres communes, ils doivent vivre tous les jours. Ça veut dire que ce qu'il y avait comme risque sur le Champ de Mars, c'est ce risque qu'ils courent chaque matin quand ils vont travailler ou quand ils vont au marché ou quand ils vont à l'école ou même quand ils sont chez eux. Donc pour vous, c'est normal ça ne fait pas de différence. Donc c'est quelque chose de normal qu'il aille justement se distraire un peu, de s'évader, on va dire. Voilà, je pense que nous devons un peu ouvrir nos perspectives. On ne fait jamais autant d'enfants que pendant et après les guerres. Ce sont des réflexes, je dirais, humains dans toute la société qui sont en difficulté. Donc maintenant, nous avons une réprobation de nature et morale ou politique par rapport au fait de faire ou de ne pas faire le carnaval parce qu'il y a X ou Y qui en profitent pour pomper un petit peu la caisse publique. Ça, c'est une autre question. Mais les gens qui sont dans la rue,
ils sont en quête De plaisir. Ils n'ont pas de Valium, ils n'ont pas de distraction, ils n'ont pas moyen d'être ailleurs. Ce sont des réflexes, je dirais, très profonds et des réflexes vitaux qui leur permettent de tenir le coup. Les Haïtiens des classes moyennes, ils étaient au carnaval à Miami ou en République dominicaine. Eux, ils doivent continuer à vivre avec les bandits au quotidien. Donc, chez soi ou sur le champ de Mars, moi je pense que c'est du pareil au même. Et selon certains observateurs, Madame Auriol, les festivités carnavalesques cette année ont servi de soupape, on va dire, c'est-à-dire un moyen pour éviter une révolte, vu les différentes crises auxquelles fait face le pays et notamment vu les différents mouvements de protestation qu'il y a eu ces derniers jours. C'est un avis que vous aussi vous partagez? Non, je pense que ça relève du fantasme. On fait le carnaval chaque année, qu'il pleuve, qu'il tonne. Et moi, ce que j'ai vu à la télévision, c'était vraiment un carnaval très bas de gamme. Mais je ne pense pas qu'on l'a fait exprès pour pouvoir gérer une situation politique. Moi, je crois que les gens doivent faire l'effort de sortir de leur confort intellectuel, de sortir de leur environnement propre. Ils ont le solaire, ils peuvent voyager, ils ont d'autres façons de gérer le stress que tout le monde subit dans ce pays depuis quelques années. Mais pour certains groupes sociaux, l'espace ludique, l'espace récréatif, il est extrêmement limité. Il n'y a pas une grande offre, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, il faut quelque part qu'eux-mêmes se cherchent un exutoire pour eux-mêmes. Je pense il y a pas moyen, quelque part, d'utiliser, enfin, cette volonté de vivre et cette volonté comment dire, de passer un bon moment, c'est difficile D'échapper un peu à la réalité. Mais essayons de sortir un peu de notre quotidien et de nous mettre à la place des gens qui vivent des situations de guerre civile extrêmement dures, parce que c'est ça que nous vivons et c'est ça que nous devons accepter. Nous sommes dans une forme inhabituelle de guerre civile, mais réelle, avec une déshumanisation profonde qu'on peut mesurer à travers notamment la façon dont on tue les gens, dont les gens sont mutilés. Et le citoyen lambda, il cherche comme tout le monde une façon de continuer à vivre et ça fait partie de la vie. Danser, s'amuser, faire, même dans des conditions extrêmement difficiles. Ça se voit dans tous les pays en guerre. Alors pour conclure, Madame Auriol, selon vous, il est important d'organiser ces festivités en dépit des différentes crises qu'il y a dans le pays. Bon, peut-être que si on ne l'avait pas organisé, ça n'aurait pas été une très grande perte pour la plupart des gens. Mais comme cette opportunité s'offrait, ils l'ont prise au passage. Mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'organiser ça. Je pense que peut-être il y a d'autres façons d'utiliser les fonds publics. On n'en a pas beaucoup en Haïti. Mais ce que je veux dire, ce qui s'est passé là devrait nous interroger, devrait nous pousser, à nous interroger sur les conditions de vie d'une population qui est confrontée tous les jours à la mort et à des morts souvent atroces. Il ne faut pas verser dans le complotisme, il ne faut pas verser dans l'idée que
tout ce qui est fait dans un but politique. C'est une société en profonde mutation, avec évidemment des pertes de valeurs qui existaient il y a 30 ans, il y a 40 ans ou même il y a 20 ans. Nous assistons à un bouleversement extrêmement profond de la société haïtienne et nous devons nous interroger sur ces changements-là et ne pas nous focaliser sur le politique en tant que tel. Donc, les changements qui se passent actuellement dans cette société, cette forme d'ensauvagement que nous vivons, elle est pour moi beaucoup plus inquiétante que la lutte pour le pouvoir qui se mène dans des sphères, dans les sphères classiques de la vie politique haïtienne. Et tout le monde oublie que l'impact, je dirais, de l'accumulation de ces événements depuis une trentaine d'années sur la population haïtienne. Merci infiniment à vous, docteur Auriol Michel, d'avoir répondu à ces questions. Merci à vous. Voilà, c'est avec nous la docteure en sociologie, Michel Auriol. Avec elle, nous avions parlé des festivités carnavalesques et notamment son impact sur la société haïtienne. Pendant que le carnaval de Port-au-Prince se déroulait, les activités criminelles des gangs se sont poursuivies. Des affrontements entre bandes armées dans la plaine du cul-de-sac ont causé un grand nombre de déplacements, certains trouvant refuge près de la Sonapi. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, 10 000 personnes ont été déplacées dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince en seulement 10 jours en raison de la violence croissante de la capitale, ce qui porte à plus de 300 000 le nombre total de personnes déplacées. Cette situation préoccupe le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires de l'ONU, Martin Griffith, rappelant qu'au-delà de 1100 personnes qui ont été tuées ou blessées depuis janvier, plus de 1000 écoles sont temporairement fermées. Il a fait également état d'une augmentation de 25% des prix des denrées alimentaires, perturbant les opérations humanitaires. Il insiste sur le fait que les enfants, les femmes et les hommes d'Haïti méritent de vivre en paix. Le gouvernement haïtien voit dans le déploiement de la mission multinationale son dernier espoir pour résoudre la question de la sécurité. Lors d'une réunion à l'ONU mardi, le président de la République dominicaine, Luis Abinader, a averti que si la communauté internationale ne venait pas immédiatement en aide à Haïti pour éviter une guerre civile imminente, la République dominicaine serait contrainte d'agir seule pour se protéger. Voici un extrait des propos tenus par le président Abinader. No da a Haití lo que le sobra, sino que aporta lo que le falta. El tiempo de las promesas ha terminado. A partir de hoy entramos en el momento de las acciones. El dinero aparece ahora o el colapso de Haití será irreversible. Ese colapso sería una amenaza para nosotros y para la región. Por eso quiero hoy advertir a la comunidad internacional que la República Dominicana seguirá luchando con todas sus fuerzas para evitar ser arrastrada al mismo abismo que Haití. Nuestra consigna de hoy en adelante será: o luchamos juntos para salvar Haití, o lucharemos solos para proteger a la República Dominicana. Et pour nous aider à comprendre les déclarations de Luis Abinader, nous accueillons le professeur Fritz Dorvilliers, expert en relations internationales. Professeur Fritz Dorvilliers, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, au plaisir d'être avec vous. Vous êtes spécialiste en relations internationales et notamment hier, le président Luis Abinader a déclaré devant le Conseil de sécurité de l'ONU qu'il ne tolérera pas d'être entraîné dans le même abîme qu'Haïti. Comment interprétez-vous cette déclaration, professeur? Bon, je peux dire que c'est un cri d'alarme, c'est un cri d'impatience de la part du président dominicain. On peut dire qu'il a de bonnes raisons, franchement, il faut le dire, il a de bonnes raisons de s'inquiéter de l'état de la situation en Haïti, parce qu'il est quand même le voisin. Au cas où il y aurait la guerre civile, son pays serait le premier à
être impacté. C'est-à-dire que le président dominicain, nous sommes le voisin immédiat. Tous les points de passage de la frontière ne sont pas véritablement contrôlés. Donc, il est tout à fait normal pour un pays voisin de s'inquiéter de ce qui se passe dans un pays limitrophe. C'est tout à fait normal, d'autant plus qu'il voit que l'ONU tergiverse, il voit que le système multilatéral onusien est en panne, donc il voit que ce système tourne en rond, que ça n'avance pas. Comme l'a dit l'ambassadeur russe dans la séance d'avant, la séance d'hier, c'est que les déclarations ne font que résonner dans la salle du Conseil de sécurité comme de funestes mantras. À ce moment-là, c'est normal qu'il s'en inquiète. On peut franchement, honnêtement, le comprendre pour son inquiétude. Et quelle est votre évaluation de la capacité du discours du président Abinader à mobiliser efficacement la communauté internationale en ce qui a trait à la crise haïtienne? Bon, je ne crois pas que c'est ce discours qui va encourager, sinon forcer les autres pays, sinon la communauté internationale à prendre ses responsabilités, son devoir de protéger. Je crois que lui, il le dit en désespoir de cause, il le dit clairement. C'est-à-dire que je ne vois pas ce que cette déclaration pourrait apporter de concret, mis à part un homme qui voit son pays franchement menacé, parce que tout comme les autres pays d'Amérique latine, quand il y aura des gangs d'Amérique latine, les pays limitrophes sont inquiets. Donc il va le dire au sein du Conseil de sécurité, une façon d'alarmer davantage le Conseil, parce que tout simplement, il l'aura dit, il aura alarmé, il aura affirmé son inquiétude à la face du monde. Comme ça, il prendrait à témoin la communauté internationale pour lui dire, voilà, vous n'avez pas fait votre travail, vous n'avez pas pris vos responsabilités quant à ce qui se passe en Haïti. D'autant plus, il est d'autant plus inquiet qu'il voit qu'il n'a pas de vis-à-vis en Haïti. Il a des gouvernants cyniques, des gouvernants irresponsables, pendant que le président Abinader fait de manière alarmiste dire sa déclaration au niveau du Conseil de sécurité, le gouvernement haïtien organise le carnaval. Alors que non loin du Champ de Mars, il y a plein de réfugiés dans les locaux d'institutions scolaires, au gymnasium Le Besson, au lycée du 151, au lycée des jeunes filles, et partout autour du Champ de Mars, il y a des réfugiés. Alors que les dirigeants haïtiens ont eu l'indécence d'organiser le carnaval dans ces conditions-là. Donc, il ne peut pas avoir de respect pour les dirigeants haïtiens, vu que, véritablement, tout le territoire national, notamment la région de Port-au-Prince, devient des villages de Dieu. C'est-à-dire que, pour reprendre le beau titre, le titre tout à fait ironique du livre du roman de la ministre de la Culture, le village de Dieu se métastase. Le village de Dieu envoie ses cellules cancéreuses sur tous les territoires de la République. En même temps, ce gouvernement organise le carnaval. Donc, le gouvernement, le président dominicain se dit, voilà, il n'y a personne de responsable de l'autre côté. Donc, je recours au Conseil de sécurité des Nations Unies, je recours à la communauté internationale. Il s'agit donc de son inquiétude qu'il a exprimée devant le Conseil de sécurité de l'ONU et notamment, selon ce que vous nous dites, donc il n'y a pas grande chance à ce que ce discours influence réellement la communauté internationale. Non, parce qu'on aurait pu comprendre que, voilà, étant donné les investissements du étranger, les investissements du Canada, les investissements des États-Unis, les investissements de la France, les trois plus grands investisseurs directs étrangers dominicains, que ces pays prennent, peut-être que le discours aura une résonance dans les oreilles de ces trois pays pour que ces pays puissent influencer les décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies, étant donné qu'ils sont évidemment pas deux membres, la France et les États-Unis, deux membres du Conseil, deux membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Merci infiniment, professeur Fritz d'Orvilliers. Voilà, c'est avec nous le professeur Fritz d'Orvilliers. Avec lui, nous avions parlé de la déclaration du président Luis Abinader devant le Conseil de sécurité de l'ONU hier mardi.
En plus de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies et de la participation de la délégation haïtienne du Conseil supérieur de la police nationale, CSPN, à des réunions aux États-Unis, la crise haïtienne a également été abordée lors d'une réunion bilatérale entre les États-Unis et le Canada. La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a partagé sur son compte X, et nous citons, « J'ai rencontré le secrétaire d'État Anthony Blinken à Washington pour discuter des relations canado-américaines, du conflit au Moyen-Orient, de la nécessité de continuer à soutenir l'Ukraine et Haïti. Nous continuerons à travailler ensemble pour renforcer la sécurité régionale et internationale. » Il est important de noter qu'une date limite a été fixée pour le déploiement des premiers contingents à la suite de la réunion de la délégation haïtienne, mais cette date est gardée secrète jusqu'à présent. Nous refermons cette édition, mais avant de partir, voici le rappel des titres à la une. Après le 3e jour gras, aucune communication officielle sur le bilan n'a été faite par les autorités. Cependant, la participation aux festivités cette année suscite des controverses. Selon la sociologue Michèle Auriol, cette réaction est tout à fait normale car la population cherche un moyen de s'évader du chaos auquel le pays est confronté. Plus de 10 000 personnes ont été déplacées en seulement 10 jours en raison de la violence des gangs, révèle l'OIM. Par ailleurs, une autre agence des Nations Unies indique que la situation actuelle a un impact significatif sur le coût de la vie, avec une augmentation de plus de 25% du prix des denrées alimentaires. Et puis la crise haïtienne demeure au centre des discussions internationales. Lors d'une réunion bilatérale entre les États-Unis et le Canada, la situation sécuritaire chaotique a été évoquée. Parallèlement, la délégation haïtienne ayant participé aux autres réunions connaît désormais la date du déploiement de la force multinationale. Nous refermons cette édition spéciale de Métro News. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. Restez sur Métropole. Bonsoir.